Toujours un plaisir de vous retrouver sur Tui TV, la télévision interactive. Bonsoir et bienvenue à Sport 3. Ce soir, nous parlons de cyclisme avec la 16e édition du Tour du Bénin. On parle également des matchs amicaux des étalons du Burkina Faso. Kamou Malo a convoqué 33 joueurs pour ces deux matchs amicaux. On parle également de Coupe du Faso. On va terminer avec les oppositions de la 30e journée du Faso Foot. Bien sûr, les décodeurs sont installés. Ibé Kabré, bonsoir. Bonsoir à vous, Assami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sport 3. Voilà, merci à vous. Bonsoir Salambélé. Bonsoir Assami. Bonsoir à tous ceux qui sont là pour déguster l'information sportive avec nous. Déguster, bien sûr. Issa Kaliboudo, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Merci à tous en tout cas de répondre présent. On va se retrouver juste après cette virgule-là. Voilà, et on débute avec le cyclisme, la 16e édition du Tour du Bénin avec la brillante participation des étalons cyclistes qui ont remporté les 4 premières étapes. Voyons ces images de remise de maillot de la 4e étape remportée par Salifou Yerbanga qui est arrivé premier sur la ligne. Voilà, Salifou Yerbanga qui remplace à cette 4e étape Paul Dumont qui a remporté, rappelons-le, les 3 premières étapes. On va voir également ces images de remise de maillot jaune où c'est Paul Dumont qui garde son maillot jaune sur les épaules. Paul Dumont, après avoir remporté les 3 premières étapes, il n'arrive pas à remporter la 4e, mais a toujours le maillot jaune sur ses épaules. Salambéré. De toute façon, en remportant les 3 premières étapes sur les 4, il avait déjà réglé le Tour du Bénin parce que là, il a réussi une avance de 4 minutes 30 sur son compatriote Aruna Iboudo. Je crois que bon, c'est juste un travail d'équipe maintenant qui reste et maintenant il faut peut-être que les uns et les autres se donnent beaucoup de plaisir sur la route du Bénin pour également grappiller quelques points. Sinon, en termes de participation, en termes d'efficacité, c'est l'équipe du Burkina Faso qui est d'ailleurs la meilleure équipe de cette compétition et bien sûr les 6 coureurs qui composent cette équipe, ils sont pratiquement en tête. Oui. Même si aujourd'hui il y a un Nigérian qui est arrivé 2e de l'étape, oui. C'est les Burkinabés qui gardent les meilleurs maillots. Ça veut dire que ce tour va être remporté par le Burkinabé sûrement, puisque Paul Dumont a déjà un avantage qui est assez considérable. Oui, absolument. Comme on l'a déjà dit lors de l'émission passée, c'est la razzia totale pour les Burkinabés. Ça devient comme un rituel événementiel où les étalons cyclistes partent quand même prendre du plaisir sans minimiser quand même le Tour du Bénin. Quand vous regardez le classement général, c'est les Burkinabés qui sont de la première à la 5e place. Et puis il y a un Ivoirien qui suit et puis après maintenant vient un Béninois. Mais quand vous regardez cette course de fond en comble, les spécialistes vous diront que c'est complètement plié pour les Burkinabés parce que ça va être difficile quand même de rattraper un retard de 4 minutes et quelques secondes. Vous voyez que mercredi, Paul Dumont lui quand même s'est donné le plaisir à l'arrivée donc de soulever son vélo pour dire à quel point il n'y a véritablement pas de résistance dans cette compétition. Pour le reste, ils vont quand même se faire plaisir et revenir avec leur maillot jaune. Voilà, Paul Dumont d'ailleurs en tout cas qui a tenu à parler dans notre micro. On va écouter interrogé par Ablam Yamesso, notre collaborateur sur le Tour du Bénin. Oui, ça se passe bien pour l'instant. On a remporté les 3 premières étapes. On a bien contrôlé cette étape jusqu'à la fin. Mais malheureusement, la chaussée était vraiment en très mauvaise état pour l'arrivée. Et il y a un coureur, je crois, du Nigeria qui a fait au fait une embardée qui a provoqué une chute. Ensuite, ma chaîne est sortie, donc je n'ai pas pu disputer le sprint, c'est dommage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, je ne suis pas tombé. Malheureusement, j'ai 2 coéquipiers qui sont tombés dans la chute. J'espère qu'ils vont bien. Mais voilà, normalement, on garde le maillot, donc tout va bien pour le moment. Oui, le niveau est pas mal. Hein. On le voit, les victoires sont discutées vivement. Donc ça prouve que les coureurs font preuve, ont des ressources physiques pour discuter les étapes. Donc vraiment chaque victoire est importante et elle fait du bien. Personnellement, vous êtes fier de vous?
Oui, personnellement, je peux être fier de moi. Je peux être fier d'être dans une équipe solide et très soudée. Donc vraiment, je suis content d'être là avec l'équipe du Burkina. Voilà, Paul Domon au micro de Ablamia Messo, notre collaborateur sur le Tour du Bénin. À l'entendre, on voit la sérénité qui se dégage, mais malgré cette panne technique, Issaka Ilboudo, Paul Domon, il pense être dans une bonne équipe. Oui, dans la mesure où pour le moment ça marche, et puis on peut dire que c'est les caïds de ce tour. Parce qu'à regarder de près, il n'y a pratiquement pas de résistance farouche qui empêche vraiment les Burkinabés d'aller chercher le 6e souffle. Donc on a l'impression que c'est une course assez... oui, j'ai ça de façon familiale. Et puis bon, mais on l'avait dit ici, il ne faut pas aussi se cacher la face à un tour dont l'indice d'efficacité n'a même pas atteint le Tour du Faso. Donc vous comprendrez bien quand vous regardez la liste un peu des participants, ce n'est pas des coureurs d'un certain niveau. Donc on aurait aimé peut-être voir les coureurs d'un certain niveau participer à ce tour, on pourrait peut-être, mais ça n'enlève absolument rien à la qualité de ces coureurs. Voilà, ils vont faire la razzia, mais il faut quand même rester assez modeste, parce que quoi qu'on dise, c'est un tour dont il peut y avoir des chutes, voilà, comme il a indiqué. Il faut rester zen, il faut rester modeste. Oui. Et pour moi, ce tour n'est qu'une opportunité de parfaire peut-être certains manquements, certains détails pour toujours garder la forme, sinon c'est pas l'un des meilleurs tours où voilà, les échappées sont les plus disputées, mais ça reste une compétition, le Tour du Bénin. Donc c'est bien si le Burkina remporte, mais ça va devenir la quelle fois qu'il remporte. Ce que je crains, c'est que ça, c'est que ça devienne un peu comme de la routine et qu'on tombe dans la. Rappelle que le maillot des points chauds est sur les épaules de Salif Koulibaly. C'est un peu ça. Sinon, il va falloir que les autres équipes aussi se réveillent pour donner un peu du tonus, parce que dans une compétition, à un moment donné, quand vous avez l'impression que il n'y a personne pour vous contrecarrer, on tombe directement dans la léthargie, et puis bon, on ne va plus chercher les grandes performances, on se contente du minimum, alors que bon, ça c'est pas bien dans d'autres circonstances. D'accord, on se rappelle qu'autour de Guinée, le Burkina Faso avait raflé tous les maillots les plus convoités, donc voilà, on espère que cette fois-ci également on va revenir du Bénin avec tous les maillots. Une petite virgule pour parler du match des étalons avec cette liste de Kamou Malo. Non, sans transition, on continue avec ce match amical contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, et aussi un match contre les lions de l'Atlas du Maroc. Le match contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est le 5 juin, et contre le Marocain, c'est le 12 juin prochain. Et pour ce faire, Kamou Malo a convoqué 33 joueurs. Dans cette liste, on retrouve les anciens, mais aussi des nouveaux qui font leur première apparition. On suit ce reportage avec la voix de Sanata Séré. Cette journée FIFA vient en remplacement de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, repoussée pour permettre aux équipes de rester dans la dynamique de la compétition. Des matchs sans enjeu, mais importants pour la préparation des équipes. La Côte d'Ivoire s'est déjà mesurée dans la poule en Coupe d'Afrique avec le Niger, qui est un adversaire à nous dans la poule, en tout cas la Coupe du Monde. Alors ça déjà c'est quelque chose que peut nous aider à avoir une idée en tout cas des choses de notre prochain adversaire qui est le Niger. Et il y a également par exemple le Maroc que nous avons choisi parce que simplement nous aurons affaire également en Coupe du Monde à un pays comme l'Algérie, c'est des Maghrébiens. Alors nous avons en tout cas choisi ça, peut-être que certains penseront que c'est de la fantaisie, mais nous avons fait cela en tout cas pour nous rapprocher vraiment de cette préparation-là. Après cette qualification donc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Kamou Malo dit avoir rempli une part de la mission qui lui a été assignée. Pour bien terminer cette lourde tâche, il se penche au rajeunissement de l'équipe. Pour ce faire, dans cette liste de 33, on note une quinzaine de jeunes en plus de quelques-uns qui font leur première apparition, comme Draman Salou qui évolue en Arménie, Yacouba Sogné en Tanzanie, Arnaud Sibiri Sanou de Al Masri en Égypte et de Gustavo Sangaré de Métropole en France. Gustavo par exemple, c'est un garçon qui a joué cette année en national en France, qui a été très régulier dans son club, il a porté son club, et vous savez que dans le secteur médian, c'est là que nous cherchons des hommes. Alors moi j'ai vu, en ce garçon-là, j'ai vu au moins 2 de ces matchs. Alors même si c'est par image interposée, en tout cas
je l'ai trouvé assez costaud et assez. C'est un garçon qui a du coffre. Et ça, nous en avons besoin. Alors, un garçon comme Salou, je sais que peut-être il joue dans le championnat arménien, d'accord, mais c'est un garçon dont on connaît le talent avant qu'il parte. Alors, c'est un garçon aussi qui a commencé à jouer très régulièrement dans son club. Alors, nous osons croire que c'est des garçons qui vont donner en tout cas une certaine fraîcheur, en tout cas à notre groupe. La suspension du stade du Katout a également été évoquée à cette conférence. Selon le sélectionneur, les joueurs savent s'adapter à toute situation, mais trouvent aussi qu'il aura une différence. C'est vrai que c'est toujours intéressant de jouer à domicile. Alors, le fait de ne pas pouvoir recevoir jouer le match à domicile, bien sûr que quelque part il y a un manque. Quelque part. Alors, mais comme tu l'as souligné, ce n'est pas la faute seulement, c'est pas le Burkina seulement qui est dans la situation. Et un entraîneur doit s'adapter. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entraîneur que je suis a les moyens de dire, taper sur la table pour dire non, il faut que mon match se joue au Burkina? Non. L'entraîneur que je suis a le devoir de s'adapter. Alors, donc, nous allons nous adapter à ce qui nous a été ouvert. Et ce n'est pas parce que si nos matchs seront délocalisés que nous serons forcément mauvais. Même si quelque part, il va nous manquer cet avantage toujours de jouer à domicile. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas jamais gommer de l'esprit des uns et des autres. Mais nous ferons tout, en tout cas, pour minimiser cette situation. Parmi les plus anciens souvent convoqués en sélection, on note l'absence de Brian Dabo et Adama Guira. 6 joueurs de Faso Foot ont eu la confiance de l'entraîneur, à savoir Mohamed Lamine Ouattara, Ismaël Ouedraogo, Herman Nikema, Babayouri Sawadogo, Farid Ouedraogo et Ben Idriss Traoré. Voilà, merci Sanata Seré pour l'avoir dans ce reportage. Voilà, 33 joueurs convoqués donc pour jouer ces 2 matchs contre d'abord la Côte d'Ivoire et ensuite contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors pour Kamou Malo, en tout cas, c'est vrai que c'est un match sans enjeu, mais ça prépare aussi l'équipe pour les échéances à venir. Issaka. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est de peaufiner un peu cette formation parce que n'oubliez pas que effectivement, dès la prise de pouvoir, nous avons tous vu la mission qui a été assignée. C'est d'abord la qualification, ensuite essayer de préparer une équipe pour l'avenir. Peut-être qu'on est sûrement pas peut-être, on est dans cette dynamique maintenant, la qualification étant dans la poche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément profiter des journées FIFA pour voilà, et essayer de mettre en place une équipe solide qui va aller à la fois jouer la CAN et en même temps les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'est pas une messe à faire. Voilà pourquoi je pense que ces 2 adversaires sont des adversaires quand même de taille, parce que la Côte d'Ivoire c'est 2 fois champion d'Afrique, c'est 2 Coupes du Monde, c'est des joueurs de qualité individuelle, voilà, reconnus à travers le monde, qui ont remporté un peu des trophées individuels, que ce soit en Europe. Donc pour moi c'est un bon test, face également au Maroc c'est un bon test, donc ça va nous permettre d'avoir une idée réelle de la post-qualification de cette équipe, à quoi elle peut ressembler. Moi je pense que ça va nous permettre vraiment d'avoir une idée, et peut-être maintenant concernant la liste, probablement on reviendra là-dessus en détail pour donner notre point de vue par rapport à ce qui nous a séduit et ce qui nous laisse sur notre fin. D'accord. On a vu dans ce reportage également qu'il parle de rajeunissement de l'équipe, vu que le Burkina Faso est déjà qualifié pour la prochaine CAN. Il se penche maintenant vers le rajeunissement de l'équipe et il a convoqué Salou, Yacouba Sogné, Arnaud Guigba et Arnaud Sibri et Gustavo. Voilà, quelques nouveaux en tout cas qui n'avaient pas encore eu la chance de jouer avec les étalons et qui font leur apparition IB. Oui, effectivement, ça c'est pour être en phase avec le coefficient qui devrait guider bien entendu toute sélection nationale, c'est-à-dire la performance. Et quand vous regardez, c'est des jeunes qui sont quand même réguliers dans leur club, qui quand même dégagent des performances acceptables. Il a parlé de Dramane Salou. Dramane Salou, effectivement,
même avant même qu'il parte, il nous a beaucoup séduit. Je crois que c'était un des joueurs à JSB, sinon même le tout premier, non, je pense. Et puis après, même quand il part à mi-saison, il finit meilleur buteur tout de même de son club Solitas, alors qu'il évolue dans un poste de milieu relayeur. Donc c'est un joueur qui peut être à la fois intéressant dans le secteur médian, mais aussi efficace devant les buts. Arnaud Sibri Sanou, certainement avec sa performance du côté de Coton Sport de Garoua en campagne africaine, à côté Gustave Sangaré qui a joué la Coupe de France avec son club Kiveli face, je crois, au Monaco. J'étais quand même arrivé presque au dernier carré. Donc il a sorti quand même une performance. L'un dans l'autre, c'est quand même des garçons effectivement qui si lorsqu'on s'inscrit dans les perspectives de la relève, ils peuvent être intéressants, ils peuvent être très bénéfiques donc pour ce dont le public sportif espère pour les étalons, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais également aussi la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, en tout cas, ça, la relève qui est en train d'être préparée, en tout cas pour les échéances à venir. Dans cette liste, c'est vrai qu'on ne peut pas être unanime que voilà, tout est parfait, mais pour vous, est-ce que vous êtes satisfait, en tout cas, au minimum près? Bon, moi, je suis un peu resté sous ma faim lorsque nous avons découvert ensemble cette liste. Voilà, parce que dès que Kamou Malo a pris cette équipe, il avait un double objectif, à savoir qualifier l'équipe pour la CAN prochaine et également rajeunir l'équipe. Bon, on lui reprochait beaucoup de choses compte tenu du fait que dans sa liste toujours, il convoquait les anciens que les gens trouvaient beaucoup plus à la porte, mais qu'il est parvenu quand même à qualifier l'équipe pour la CAN. Maintenant, pour l'après-CAN, il a fait vraiment, on attend de voir la suite de ce que va donner cette équipe des étalons, parce que là, en termes de rajeunissement, il l'a fait avec la convocation de ces 4 jeunes au sein des étalons, mais également la considération au niveau du championnat local. Parce que au moins 6 joueurs. Vous avez au moins 6 joueurs, ce qu'on reprochait à ses prédécesseurs, le fait qu'ils ne considéraient vraiment pas le championnat burkinabé, mais lui, il l'a fait. Maintenant, au sein de cette équipe, il y a quand même 2 noms de part et d'autre qui sont dedans et qui ne sont pas appelés, qui m'ont un peu chagriné. La présence par exemple de Alain Traoré et de Mohamed Konaté me sont restés quand même, parce que là, Mohamed Konaté, on l'a vu au Malawi, qui n'a pas vraiment produit un football vraiment qu'on l'attendait. Il y a également en Ouganda, il n'a pas vraiment confirmé. Et Alain Traoré, lors du dernier match, vous l'avez vu contre le Soudan, qui n'a pas vraiment donné satisfaction aux uns et aux autres. La présence de ces deux m'ont un peu retenu l'attention. Mais également, l'absence de Brian Dabo, qui, à mon avis, a donné satisfaction surtout du dernier match au stade du 4 ici, où il a même marqué le penalty et avait été sur une bonne lancée dans cette équipe. Il y a également Adama Dira qui suppliait Charles Kaboré qui n'est pas présent également. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est un mélange où j'attends vraiment de voir la production, parce que peut-être l'entraîneur seul a son secret, il sait comment il est en train de rajeunir son équipe pour avancer, et nous attendons de voir les 2 matchs amicaux et pourquoi pas les premiers matchs officiels pour vraiment porter un jugement assez objectif. D'accord. Issa Keliboulo, êtes-vous satisfait au moins à quelques pourcentages Non, moi je reste dans ma logique. J'ai dit à la conférence de presse que je ne suis pas satisfait à 100%. Parce que le choix humain n'est jamais parfait de toute façon. Il y a des choix qui me laissent sur ma faim, qui me laissent encore vraiment dubitatif. Voilà, quand on appelle un garçon comme Yacouba Sonye, dont nous appelions depuis fort longtemps que ce garçon, depuis plus de 2 ans, il est au sommet de son art, passant par le Ghana jusqu'en Tanzanie. Il a même eu la chance d'avoir le nom de général Yacouba. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui porte
on l'a appelé, on a trouvé que c'était bien. Il y a Sanou Sibri du côté de Coton Sport. Voilà, vous savez que la campagne africaine, c'est une compétition assez rude. C'est une vitrine. Oui, c'est une vitrine, mais c'est une compétition assez rude. Hein. Voilà, quand vous êtes dans une équipe et que vous êtes titulaire, les compétitions africaines sont assez difficiles. C'est des chaudrons, c'est des voyages assez difficiles. Donc quand vous tenez, c'est logique qu'on vous appelle. Donc quand j'ai vu, je dis il n'y a pas de problème, ces deux garçons au moins devaient être là. Mais comme c'est pas eux seulement qui font l'équipe nationale, effectivement il y a des jeunes qu'on a appelés. Mais à côté de ça, il y a des noms qui sont revenus sur lesquels jusqu'à aujourd'hui on se pose vraiment la question pourquoi ces noms sont devenus pratiquement comme des trophées qui sont là, qui, si j'ai belle mémoire, il y a Razak Traoré qui a été appelé. Je ne sais pas, franchement, c'est pour quel besoin. Il y a qui encore? Il y a... Au même moment, il faut citer Alain. Voilà, il y a Alain qui a appelé. Franchement, quand on regarde, on se dit que le coach n'a pas poussé le bouchon jusqu'au bout. Mais il a cité Mohamed Konaté. Alors Mohamed Konaté, il faut reconnaître que ça a été quand même un flop à tous les niveaux. Mais c'est un jeune qui peut. Non, c'est pas une question de vérifier. C'est pas une question de jeune. C'est pas une question de jeune. On l'a donné une possibilité, une énorme chance. Mohamed Konaté, quand il est venu, il a joué combien de matchs? Il a fait au moins 4 matchs. En l'espace d'un temps record, mais en aucun match il s'est sublimé. Il a donné satisfaction. Sarambéré l'a dit ici. Il a joué au Burkina. C'était pas ça. Il a joué au Soudan. Il a un peu. Non, il n'a pas joué au Burkina. Il a joué au Malawi. C'est seulement au début lors des matchs amicales au Maroc qu'il a marqué. Mais ça il provoque un penalty au stade du 4 août là. Je sais pas c'est contre qui. Voilà. Donc, mais en tout cas, il a été intéressant dans le bout de match qu'il a joué. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une déception. Comme ça l'a dit. Et même quand vous partez au niveau de son club, il a fait son dernier match avec Kimki, alors qu'il était arrivé en 2019, son contrat n'a pas été renouvelé. Donc, c'est un garçon donc, qui rentre dans le secteur des 100 clubs. Et maintenant, sur 40 matchs, lui, il inscrit 5 buts. Et pour un attaquant de race, quand même, on dit que c'est quand même assez peu. Mais jusque-là, on peut quand même accorder du crédit à Coach Malo parce qu'il est quand même titulaire dans son club, même s'il a joué son dernier match, il est titulaire dans son club. On s'est dit qu'il y a quand même quelque chose en lui qu'on peut tirer profit. Maintenant, au Burkina, est-ce qu'on a besoin d'un attaquant qui demande d'autres qualités que de marquer? Je pense qu'aujourd'hui on a plus besoin d'un buteur que de quelqu'un qui pèse sur les dépenses pour d'autres objectifs. D'accord, en tout cas dans cette liste on retrouve, comme l'a dit, les nouveaux, des joueurs du Force Foot et des anciens que vous dénoncez également qui sont là. Donc on va essayer de voir. Par exemple, on a essayé de lui poser un peu la question sur les deux éléments dont on venait de parler, Mohamed Konaté et bien sûr Alain Traoré. Sur Alain Traoré, il dit non, que c'est pas surtout sur la production du jeu sur le terrain, mais c'était peut-être pour revigorer son vestiaire qu'il a vraiment appelé ce joueur. On se rappelle souvent depuis. Charles est là. Voilà. Il fait ce travail. Moi, je ne sais pas vraiment. Sur quel critère on pourrait peut-être appeler un joueur. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner les joueurs à la porte de sortie? Est-ce qu'il faut les laisser, puisque Alain Traoré a été un pilier quand même de l'équipe nationale, donc est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner vers la porte de sortie? Oui, moi je pense que le match contre le Soudan là, c'était une façon de vraiment lui donner une occasion de polir un peu son image par rapport voilà. Et là, vous allez voir que les critiques des fans, des journalistes, tout ça là, ça va un peu amoindrir les choses. Et peut-être après les matchs officiels qui viendront, on pourrait peut-être l'appeler pour vraiment l'aider à aller vers la porte. Ouais. C'est mon avis. Maintenant, moi j'aurais peut-être aimé voir aussi des garçons qui n'ont pas eu la chance peut-être d'être là, comme un garçon comme Cédric, par exemple Badolo. Dans l'entrejeu, je pense qu'un ancien de Salitas aussi également, on me dira qu'on ne peut pas appeler tout le monde. Mais quand vous regardez la palette, il y a des joueurs quand même dans le... Ça viendra Isaka. Bon, on espère que ça va venir. On espère que ça va venir. Continue. L'avocat, mais on sent que l'équipe est en train d'être renouvelée complètement, donc ça va venir.
Oui, je suis d'accord avec vous que ça va venir. Quand vous regardez globalement sa sélection, on voit qu'il a tenté de faire quand même un regard holistique. Ça fait que tous les joueurs divers d'horizon ont été appelés en Europe, de l'Est, dans l'Hexagone, en Afrique. Tout le monde tous les secteurs ont été touchés. Sauf que quand on revient sur les critères performance, je reste quand même sur ma fin par rapport à un certain nombre de personnes. On ne va pas revenir sur des noms parce que quand je regarde la liste, on a l'impression de nous dire que par exemple quelqu'un qui joue dans l'Hexagone, même en deuxième, même s'il est sur le banc, il est plus performant que par exemple quelqu'un qui a 29 journées dans notre championnat national. Moi, c'est surtout ce truc qui me dérange un petit peu. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a 6 joueurs du Faso Foot. Mais c'est les meilleurs quand même. On est unanime que c'est. Non, mais par poste, quand même. Voilà, quand vous regardez, moi je veux par exemple prendre un garçon comme Yacouba Koulibaly. C'est la galère. Voilà, dans son club. Mais à côté, est-ce que dans le Faso Foot, on ne peut pas nous trouver quand même un latéral gauche? Même quand vous prenez Yacouba Koulibaly, c'est qui le latéral gauche? On parle souvent de Dylan Medrago. Cette fois-ci, il n'a pas été appelé. C'est qui, par exemple, qui pourrait parler? On va venir faire du bricolage, surtout qu'il ne prend pas le risque d'essayer quand même des garçons comme le Herman Nkema sur les latérales gauche et tout. On va opter donc de bricoler avec quelqu'un parfois comme Steve Yago et autres. Bon, il y a Patrick Malo aussi qui dépend de ce côté-là. Mais moi je pense que étant donné qu'on a 29 journées dans notre championnat, sincèrement, il y a des noms comme par exemple les rachats pour une fois. Tout est une question de communication. Si tu penses que tu as besoin de maintenir l'harmonie dans les vestiaires, il faut savoir aussi communiquer avec les cadres. Et ça passe aussi par une explication franche qu'on a besoin d'apporter quand même du sang neuf dans les perspectives du remplissage de mon contrat. Et le contrat, il est figuré en bonne place qu'il faut rajeunir l'équipe. Et même quand vous regardez, quand on parle de rajeunissement, même ceux qu'on appelle jeunes parfois, il y en a beaucoup qui étaient dans la liste de Paulo Duarte et tout. Je suis content qu'il essaie, mais pour moi, il peut encore faire mieux. D'accord, c'est bien entendu. Merci Ibrahim Kabré, merci à tous les trois d'ailleurs d'avoir donné votre point de vue sur la liste de Kamou Malo. On poursuit avec la Coupe du Faso, les demi-finales, on connaît les oppositions, donc on revient au Faso pour parler de la Coupe du Faso. Voyez ce tableau des oppositions de la Coupe du Faso. AS Police jouera Asfa Yeninga, ASFB jouera Tema Boké et c'est le 26 mai prochain, voilà, donc mercredi, donc ces rencontres se joueront. AS Police Asfa Yeninga, c'est au stade Issouf Joseph Colombo et ASFB Tema Boké à Bobo Dioulasso au stade Obi Salambéré. AS Police Asfa Yeninga, ça va être une rencontre. Moi je pense que c'est très enlevé. Ça serait une rencontre très enlevée parce que ça concerne d'ailleurs deux équipes de première division. Et en matière de coupe, il faut se le dire, c'est pas forcément les favoris. Actuellement, l'Asfa Yeninga est favorite à cause de son classement par rapport à l'AS Police. Mais comme je le dis, en matière de coupe, il faut pas seulement voir la performance au niveau du championnat, mais également voir l'engagement de chaque équipe qui, à mon avis, certaines équipes qui souvent ont besoin vraiment de sauver leur saison en grappillant une coupe par-ci ou un trophée par-là. Et je crois que ça serait un match enlevé. Et pour moi, tout pronostic est interdit. On attend de voir le 26 pour juger les équipes. ASFB et Tema Boké, c'est une rencontre aussi qu'il faut prendre très au sérieux parce que Tema Boké veut jouer la finale. Issa Kailbudo. Oui, la surprise, c'est la présence de cette formation de la deuxième division dans le dernier carré. Tema Boké, il faut rappeler, qui a fait sortir quand même une grosse tête quand même dans le championnat, c'est l'AS Douane qui en a pris en ses dépens du côté de Signaré.
Donc c'est resté un peu encore frais dans les mémoires. Donc on est curieux de voir est-ce que cette équipe qui sort l'AS Douanes, ça a été un parcours d'accident ou bien c'est vraiment une performance réelle. Bon, on va peut-être essayer de remesurer vraiment la vivacité de cette équipe face à l'ASFB qui joue sur dans son biotope, parce que Bobo, elle aura beaucoup d'amateurs et beaucoup de supporters. Donc Teba Bokin, c'est la curiosité. Moi, je pense que s'il gagne, c'est un bonus. S'il s'arrête, ils auraient déjà fait l'essentiel. Maintenant, c'est une coupe. On vous dira qu'on ne joue pas, mais on va pour gagner. Donc on attend de voir. Maintenant, concernant Police, c'est la grosse affiche. C'est la grosse affiche. N'oubliez pas que ces deux formations vont se rencontrer en l'espace de 2 semaines. Parce qu'il y a la Coupe du Faso, il y a le championnat. Donc, vous comprendrez que là, et puis l'ASFA est dans une bonne dynamique. En termes de qualité individuelle des joueurs aujourd'hui, l'ASFA n'est pas favori. Mais attention, l'AS Police est juste à côté avec ses canons. Elle observe s'il y a des erreurs et elle va profiter et puis vous surprendre. En tout cas, à ce stade de la compétition, tout est permis. On peut se permettre de jouer. Bien sûr, on n'a pas fini. Puisque il faut qu'il réponde quand même. Quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous imaginez Teba Bokin qui se hisse en finale et qui remporte la Coupe du Faso avant de revenir sur la rencontre ASFA AS Police? Moi, je pense très honnêtement que Teba Bokin arrive quand même au terme de sa période de dangerosité. Je suis très admiratif de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à ici. Vous savez que l'élimination de l'AS Douanes, ça s'explique parce que les douaniers se sont comportés dans la suffisance. Même si le coach dit qu'il faut faire très attention à cette équipe de Teba Bokin lors du tirage, c'est pas ce qui a été constaté sur le terrain parce qu'on se disait quand même que c'est une équipe, il faut se... Mais lorsqu'elle s'est montrée quand même suffisamment dangereuse et qu'elle se retrouve dans les derniers carrés, dans le passé ça existait. L'AS Kouritenga est venue en 2017 en demi-finale. Elle s'est fait défaire par 5 buts à 1. Ça reste quand même encore fraîche dans le carcan de l'histoire. Mais je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait. L'AS Teba Bokin, ils ont frôlé la montée, ils n'ont pas pu réussir à le faire. Avec cette coupe qu'ils vont sauver la saison. Oui, maintenant, sauf qu'en face aussi, c'est le même vocabulaire qui provoque. Il faut sauver la saison aussi avec les trophées. Et j'adore ce que le coach Congo est en train de faire de ce côté-là. Mais là, on arrive quand même à une surface de vérité où j'ai l'impression que l'expérience va prendre le dessus. On parle de l'ASFA qui serait favori peut-être grâce à ses performances en championnat, parce qu'elle n'a pas perdu depuis que Falcao est parti. Sauf qu'à côté aussi, depuis le départ de Oscar Barreau, la SFB aussi n'a pas perdu. Donc ça aussi c'est par rapport à l'actualité, la SFB est aussi une favorite, mais aussi par rapport à l'histoire, elle reste aussi favorite parce que c'est l'équipe qui a plus de trophées de Coupe du Faso dans le dernier carré. Ça fait 5 Coupes du Faso pour la SFB et l'ASFA en a 3. Donc sur le plan historique, la SFB est favorite et même sur le plan des performances actuelles, elle peut quand même soulever son doigt pour réclamer quand même une part de favorite dans cette affiche-là. Et moi je pense à la fin que tout ce que l'AS Teba Bokin a fait jusque-là, c'est très beau, c'est bien, mais je reste convaincu qu'ils sont au terme de leur période de dangerosité. Et la rencontre AS Police ASFA Yenenga, c'est une rencontre qui va être électrique. Mon avis est très attendu. Bien sûr. on n'allait pas poser la question sur ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas cagé. Oui. La raison et le cœur. Si vous voulez, ça va être un match indécis, à mon sens. L'ASFA Yenenga, depuis quelques temps, affiche quand même très grosses performances. Par contre, si ça va en Coupe du Faso pour l'AS Police, par contre en championnat,
ça commence à se tarir. Parce que derrière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une locomotive, sinon même un wagon d'équipes menacées par la relégation qui sont en train d'arriver groupées juste derrière l'AS Police qui a 34 points et les autres premiers relégables ils sont à 33 points, 30 points. Donc l'AS Police n'a plus droit à aller là. Sauf que une semaine après avoir joué face à la Sfaïning en championnat, ils doivent se retrouver en Coupe d'Ivoire. Je pense qu'ils sont arrivés à un terme où il faut sauver quelque chose. Et pour moi, en Coupe d'Ivoire, l'objectif est suffisamment atteint pour l'AS Police et elle devrait véritablement donc miser pour son maintien qui n'est pas encore assuré dans le championnat de première division. Mais ça reste quand même un match qui... D'accord, si on s'en tient aux analyses de Ibé Cabré, la finale sera entre l'Aspaïninga et l'ASFB. Donc on est en train de voir d'abord ces rencontres qui se joueront mercredi prochain. C'est pas mon pronostic, il faut préciser. C'est pas mon pronostic, c'est votre analyse. C'est votre analyse, pas votre pronostic. Voilà. Votre analyse, voilà. Donc match à suivre ce mercredi au stade Issoufou Colombo et au stade Woubi également. Pour le moment, on continue avec le championnat national, la 30e journée qui se jouera au cours de ce week-end. Mais d'abord, on va voir cette affiche où l'étoile filante de Ouagadougou a été sanctionnée après cette rencontre face à l'AS Sonabel, émaillée en tout cas de petits incidents où l'arbitre, le deuxième assistant, a été blessé. Voilà donc les faux. Et le match a été définitivement interrompu et réuni mardi 18 mai 2021 en séance ordinaire. La Ligue professionnelle de football a homologué le match et de façon suivante, on retient que l'EFO perd le match par forfait 3-0. L'EFO doit payer une amende de 500 000 francs CFA. L'EFO doit également identifier le supporter responsable de jet de projectiles pour des sanctions individuelles. L'étoile filante de Ouagadougou encore doit jouer les matchs à venir, c'est-à-dire le match de la 31e journée et 33e journée à huis clos et l'EFO prendra en charge les frais médicaux de l'arbitre en question qui a été blessé. Voilà donc les sanctions qui sont tombées et l'étoile filante de Ouagadougou a subi les conséquences. Isaka, non, on commence par Salambéré. Voilà, à vous. Non, mais je crois que après sa réunion de mardi, la Ligue professionnelle n'a fait que appliquer les textes. Si les textes disent que... Mercredi, oui. J'étais mercredi. Ah, d'accord. Ce qui est sûr, c'est après lecture des textes que la Ligue professionnelle a infligé ces sanctions au niveau de l'étoile finale de Ouagadougou. Je crois que c'est pour quand même... rappeler, parce que ce n'est pas la première fois que ces sanctions tombent sur des clubs et ce n'est pas la première fois également que l'EFO prend ces genres de sanctions, même si ce n'était pas de ce même genre, mais c'était en tout cas dû au fait que les supporters ont en tout cas sémé des troubles lors du match que l'étoile finale de Ouagadougou a joué. C'est pour vraiment appeler toutes les équipes qui ont maîtrisé leur supporter vraiment virulents, de peut-être prendre les dispositions pour ne pas vraiment... Ici appelé l'étoile finale de Ouagadougou à identifier le supporter fautif, voilà, le supporter qui a en tout cas osé jeter le projectile sur le deuxième arbitre. Est-ce que ici c'est pas en tout cas demander une chose très difficile pour l'EFO, déjà sanctionné avant de reconnaître en tout cas l'individu qui a fait cela? Déjà, le constat que moi je fais simplement, c'est que nous avons quand même des carences au niveau de l'organisation de d'autres championnats, peut-être des carences qui sont liées peut-être à des manques, à des moyens, on me dira. Parce que vous imaginez que si on avait peut-être une structure qui s'occupait vraiment peut-être de suivre les matchs avec des caméras un peu dans le stade, ça aurait été plus facile aujourd'hui de détecter, de savoir qui a commis le forfait. Aller demander à l'équipe d'identifier le coupable. Je pense que ça ne sera pas aussi simple de se faire harakiri. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, donner effectivement telle personne qui a fait? Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce que se pose énormément de questions? Maintenant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, ce sont les sanctions qui tombent au moment où un club est en difficulté. Parce que, quoi qu'on dise, les supporters doivent savoir souvent raison garder. Parce que par leur comportement, ils influent négativement sur
la performance ou la qualité même de vie des clubs. Aujourd'hui que nous avons déjà des supporters dans notre championnat qui participent moyennement sur le plan apport financier et technologique que tout ce qu'un club a besoin, en même temps, ces supporters créent encore des difficultés pour donner au club. Aujourd'hui, vous demandez, pour des raisons des individus, on vous demande de payer 500 000 francs, vous allez jouer des matchs à huis clos, alors que déjà vous êtes dans une situation où les résultats ne suivent pas. Ça vient quand même mettre une équipe dans une situation assez complexe et complexifiée. Donc vraiment, les supporters gagneraient quand même par moment à avoir pitié, avoir raison gardée, avoir pitié de leur club. Aujourd'hui, celui qui a fait ce forfait, il est tapis quelque part en train d'observer ce qui se passe, mais est-ce que quand il se regarde dans un miroir, est-ce qu'il peut être fier de ce qu'il a fait? Effectivement, il a failli avoir mort d'homme. Si le football doit nous unir, réunir tous les soirs dans les stades pour passer des bons moments et partager des petits pots après les matchs, ça reste le football, et qu'on va se retrouver à transporter des gens à l'hôpital pour des soins, pour des blessures, je pense que c'est très déplorable, et la fédération a sorti une note, ils ont condamné la Ligue. C'est tout à fait logique et cohérent de sanctionner. Il faut sanctionner pour que quand même ça ne fasse pas tache d'huile dans d'autres... voilà. Et bien votre réaction par rapport à ces sanctions infligées à l'Étoile filante de Ouagadougou? Moi je pense que c'est pédagogiquement correct. Après, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a les trucs donc qui tentent de se disculper, de ne pas reconnaître que ces supporters soient à l'origine, bien entendu, donc, de ces échauffourées. Sauf que dans le contexte général, après lecture des événements, on se rend compte que c'est une colère généralisée manifestée par les supporters de l'UFO. C'est dans ce touille-bouille-là que l'arbitre a pris un jet de projectile. Donc en ce moment-là, c'est très difficile pour l'Étoile filante de Ouagadougou de se tirer d'affaire d'abord, parce que c'est difficile de dire que c'est pas votre, alors que ce sont vos supporters donc qui ont créé d'abord ces troubles afin donc de faciliter ce jet de projectile sur l'arbitre. Mais par rapport à la sanction, il faut revoir si ça respecte les textes. Effectivement, ils ont identifié un certain nombre d'articles. Je suis allé regarder dans le code d'éthique et de discipline générale au niveau donc de la fédération. Je vois qu'on dit que si le match est arrêté partiellement ou définitivement par la faute d'un supporter ou du moins des supporters d'un club, le club donc peut perdre le match sur tapis vert. Effectivement, ça a été le cas. Le club peut prendre une amende qui peut au moins 40 000 francs. Au niveau de la Ligue, on a estimé donc qu'il faut mettre la barre à 500 000. Je crois que pour la pédagogie, aller tirer plus loin, à mon sens, c'est aussi logique. Pour donner de bons exemples. Mais en même temps, pour moi, je veux dire que les textes de la fédération ont quand même besoin de toilettage pour les mettre en phase par rapport donc aux réalités du moment. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste de la saison? Il faut aussi interroger la responsabilité de la sécurité. Et au niveau de la commission de sécurité de la fédération, il faut présenter peut-être une nouvelle offre par rapport au reste des matchs. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition pour que le championnat se termine dans de bonnes conditions? Je vous ai parlé des relégables qui arrivent groupés derrière la S-Police. Sauf qu'au niveau donc de la tête, il y a quand même quelques équipes encore qui sont dans la capacité de prendre ce titre. Donc c'est une fin de saison assez électrique. Donc il va falloir qu'au niveau de la fédération on s'asseye, on réfléchisse, on définisse de nouvelles offres de sécurité donc pour pouvoir mettre tous les acteurs donc dans les conditions afin de terminer ce championnat en beauté. Pour moi, la sanction elle est exemplaire. Naturellement, l'Étoile filante de Ouagadougou peut faire appel au niveau de la commission d'appel et de litige de la fédération, puis si elle veut effectivement voir sa peine se réduire. Voilà, on espère bien. Et on continue avec ces oppositions de la 30e journée. D'abord, on va voir Salitas et Léopard en conférence d'avant-match. En tout cas, les deux entraîneurs étaient en conférence d'avant-match. On va écouter d'abord Lagui Coulibaly qui parle d'abord des performances de Salitas, mais aussi de cette rencontre face à Léopard de Saint-Camé. On écoute Lagui Coulibaly. Toutes les équipes se valent, quelle que soit l'équipe. Ne dis pas que, on ne va pas dire que c'est Léopard. Pour moi, c'est l'équipe qui joue le championnat. Donc, qui a envie de faire des résultats.
Comme Salitas aussi a besoin des résultats, surtout maintenant on a besoin des résultats. Et je ne dirais pas par rapport à ce que j'ai dit au tout début. Notre objectif, c'est d'avoir le titre. Et je me dis que le titre n'est pas encore gâté. On a toutes les possibilités de pouvoir avoir le titre. Maintenant, il faut qu'on garde les pieds sur terre, être plus sérieux encore. Et je pense que ça pourra aller. La façon que nous avons trébuché, les autres équipes peuvent trébucher en même temps. C'est le football, ça peut arriver. Moi, personnellement, je n'ai pas dit les autres personnes. Je n'ai pas peur de partir. Ça, je n'ai pas peur de partir parce que le poste que j'occupe aujourd'hui, je sais que c'est une chaise éjectable à tous les niveaux. Moi, depuis 88, 89, je suis dans l'encadrement. Donc, je suis prêt à tout. Ce n'est pas la fin du mois. Quand tu n'es pas à Salitas, tu ne peux pas aller ailleurs. On part ailleurs. C'est la compétence. C'est tout. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur d'aller aussi, de partir. Et ce n'est pas la seule personne qui va quitter une équipe. Il y a plein des entraîneurs qui sont partis dans les équipes et ils reviennent. Voilà, Lagui Coulibaly en conférence d'avant-match. C'est ça la meilleure réaction par rapport au propos de Lagui Coulibaly. Vous étiez en conférence avec nous. Oui, moi je crois que j'ai été l'une des personnes qui avait dénoncé un peu cette situation que vit Salitas. J'avais dit à l'époque que Salitas, normalement, devait avoir un choix. Parce qu'on ne pouvait pas poursuivre 3 ou 4 lièvres à la fois. C'est devenu un lièvre. Mais... Non, avant qu'il ne soit éliminé, de la Coupe CAF, moi j'avais dit ça. Parce qu'il allait avoir un problème de fatigue généralisée. Et bon, certains m'avaient fait savoir que non, Salitas c'est une organisation qui pouvait vraiment essayer de planifier ça pour que l'équipe aille de l'avant. Aujourd'hui, Salitas a effectivement ce problème de fatigue parce qu'ils n'ont pas pu faire le choix de la compétition qu'ils allaient défendre. Là, il l'a reconnu. Voilà, là, il l'a reconnu. Il y a eu une mauvaise gestion de ce côté-là. Mais et psychologiquement, l'équipe est également touchée parce que depuis le match aller contre le Jaraf du Sénégal que le côté psychologique, on l'a senti, est venu de nulle part. Salitas n'arrive plus à se concentrer, n'arrive plus à enchaîner les matchs. Quand vous regardez Salitas jouer, vous ne vous rendez pas compte que vraiment c'est Salitas, l'équipe qu'on a vraiment l'habitude de voir performer au niveau du championnat. Donc c'est pour dire, en fait aujourd'hui c'est des regrets autour du staff technique qui vraiment est en train, quand vous écoutez Lagui Coulibaly, vous sentez qu'il est moralement touché et que bon, il dit qu'il n'a peur de rien parce que là il est atteint et il est prêt à toute éventualité. Je crois que Salitas devrait peut-être changer, tirer les leçons pour vraiment terminer cette saison avec les objectifs qui leur sont assignés. Et ça commence par cette rencontre face à Léopard de Saint-Camille. On écoute Issoufou Ouedraogo Dilato, l'entraîneur des Léopards. Je pense que Salitas, comme je l'ai dit, c'est un grand club. Et la question du précédent, il a parlé de la mauvaise pente de Léopard aussi. Je pense que Léopard aussi, ces derniers temps aussi, n'arrive pas à gagner, comme Salitas. Donc je pense que c'est un match qui va se déterminer beaucoup sur le plan mental. Parce que Léopard aussi, ces derniers temps, ça ne va pas, n'arrive pas à gagner. Donc on a beaucoup reculé. Et Salitas aussi, côté mental, je pense qu'il y a ce même problème. Donc ce match-là va être beaucoup mental. J'ai dit ça aux garçons. On a 5 finales à jouer pour notre maintien. Et on a notre destin en main. Personne ne va venir et on ne compte pas sur une équipe pour faire maintenir Léopard. C'est nous, le staff et les joueurs, on doit maintenir cette équipe en 2-1. Donc on a 5 finales à jouer. Et si vous voyez le classement comme vous le dites, et ASFB, de la 9e jusqu'au 18e, tout le monde peut descendre en 2-2. Donc, tout le monde a le destin en main, comme Léopard a son destin en main. C'est à nous de se battre
et pour maintenir cette équipe. Voilà, Issoufou Ouedraogo Dilato, pour lui, 5 finales à jouer et toutes les équipes qui sont en tout cas classées après la 8e place peuvent être relégables. Non, j'avoue que j'apprécie, j'adore vraiment l'aspect communicationnel de ce jeune entraîneur, parce qu'il est dit ouvertement, aujourd'hui, Léopard et Saint-Camille traversent une période assez cruciale à la lisière de la fin du championnat. S'ils veulent forcément rester en première division, c'est à eux seuls de prendre leur destin en main, prendre leur baluchon et puis trouver la solution. Ouais. C'est pas une autre personne qui viendra. Et là, ils lancent déjà les hostilités, disant qu'ils ont 5 finales à jouer. Ça veut dire qu'ils vont se battre jusqu'au dernier jour. Maintenant, ils se battent contre qui? Contre des adversaires aussi, qui jouent aussi des finales. Donc, il y aura tellement d'entrechocs que c'est les plus aguerris qui s'en sortiront dans cette bataille où forcément, je ne veux pas dire que c'est la nuit les longs couteaux, mais ça sera quand même une bataille rude pour sauver sa peau. Et évidemment, chacun cherchera à sauver sa peau de la façon la plus légitime, la plus acceptable, pas par les petits raccourcis, mais dans la prestation sur le pitch, sur le terrain. D'accord. En tout cas, on va suivre cette rencontre qui se jouera dimanche prochain du côté du stade Issoufou Joseph Konombo. On parle également de la rencontre RCK Majestic. Les deux équipes étaient également en conférence d'avant-match. On va écouter Daouda Diakité, qui est l'entraîneur des gardiens de but du RCK. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est les défaites. Voilà, c'est les défaites et je pense que c'est normal. Et les nouveaux entraîneurs aussi sont là pour travailler pour qu'on puisse gagner. Et je pense qu'on est sur un bon chemin aussi pour aller à ce niveau. Voilà. Oui, Majestic, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue. Et je pense que notre équipe aussi, RCK, nous jouons bien le ballon. Nous aussi, on garde bien. Mais bon, je peux dire que ça sera un bon match. Ça sera un bon match. Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Avant de donner la parole à IB, on va écouter Adama Yanogo, l'entraîneur de Majestic. Bon, il faut se dire qu'actuellement, toutes les équipes, que ce soit les équipes qui sont en bas du tableau ou bien les équipes qui sont en haut du tableau, le championnat cette année se dispute jusqu'au bout. Voilà. N'importe quelle équipe que vous allez croiser, ça va demander de l'application, ça va demander de la détermination pour pouvoir s'en sortir avec quelque chose. Et le RCK actuellement, c'est une équipe qui joue, bon, je peux le dire, je ne vais pas dire son maintien, mais presque toutes les équipes, même Majestic, jouent son maintien en D1. Donc, ce n'est pas parce que nous, on est devant le RCK que tout est joué. Je pense que le coach de Léopard a fait une très bonne analyse là-dessus pour dire que jusqu'à la 9e place, moi j'ajouterais jusqu'à la 8e place. Voilà, et aucune équipe n'est encore maintenue au regard des statistiques qui sont là. Donc c'est mieux, il n'y a pas une équipe qui est facile à jouer actuellement. Donc je me dis que le match contre le RCK, ça serait un match qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérénité et de détermination. Voilà, Adama Yanogo, Majestic et SC, voilà, et Ibi Cabré, cette rencontre entre le RCK qui, en tout cas, a beaucoup de difficultés ces temps-ci, un nouvel entraîneur qui n'arrive pas à engranger des points, Majestic également qui ne s'est pas encore maintenu. C'est une belle rencontre également. Oui, avec beaucoup de pression, surtout pour le Rail Club de Kadiogo, qui est actuellement premier non relégable. Et c'est très difficile. Vous savez, depuis l'arrivée de Sampo, l'équipe peine quand même à décoller. Ça fait 2 sorties et 2 défaites. Pour un entraîneur, j'imagine que ça doit l'affecter beaucoup, lui qui n'aime pas les défaites. Alors qu'au niveau de RCK, on a procédé à ce changement parce qu'on a estimé que les résultats tardaient à venir et qu'on était éventuellement menacé donc par la relégation. Mais là, l'électrochoc
espéré n'a pas été obtenu. Sauf qu'en face, il y a une équipe insouciante de Majestic qui déroule et qui ne s'est pas fixé d'objectif cette saison, qui joue, j'ai envie de dire, pour le plaisir et qui, par la même occasion, encranche des points aujourd'hui. Ils sont proches quand même de se maintenir, même si mathématiquement ce n'est pas fait. Mais l'un dans l'autre, au regard donc des précédents résultats, on peut se dire quand même que Majestic part avec les faveurs des pronostics. Et RCK certainement essaiera donc d'arrêter l'hémorragie et espérer donc pour les prochaines rencontres aller chercher les victoires. D'accord, merci Ibé Cabré. On va voir les oppositions de cette 30e journée avant de rendre l'antenne. Voilà, Raïmo qui sera face à Uzo, c'est à Bobo Dioulasso, Kozaf Vitesse FC, USFA ASEC de Koudgou à Ouagadougou, Salitas Léopard de Saint-Camille également à Ouagadougou, Royal EFO à Bobo Dioulasso, ASFB AS Sonabel à Bobo, Asfaininga AS Police, RCK Majestic et pour terminer, c'est à Bobo Dioulasso avec RCB AS Douane. Voilà donc les oppositions de cette 30e journée. Voilà, donc merci à tous les trois d'être venus. C'est passé très vite, on a beaucoup à dire encore, mais voilà, on va garder ces informations pour lundi prochain. Voilà, merci à l'équipe de réalisation également autour de Yasmine Konaté. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.